Moi, je m'appelle Léa-Marie. Je vais laisser mon collègue se présenter. Moi, c'est Maher Al-Kadi, puis j'ai fini mon externat. Moi, je suis en plein dedans. Je suis externe 1. Puis dans le fond, aujourd'hui, on vous présente une petite présentation sur comment être un bon assistant en chirurgie pour votre stage obligatoire ou votre stage à option sélectif. Donc, c'est pas mal ça. Ça, c'est le plan de la présentation. On lira pas tout seul, on va passer au travers. Fait que pourquoi, dans le fond, on a eu l'idée de vous présenter ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs de nos amis, plusieurs de nos collègues, dans le fond, dans notre classe, qui étaient vraiment beaucoup stressés pour ce stage-là en particulier. Puis ça a été prouvé que c'était le stage là, qui générait le plus de stress chez les externes. Fait qu'on s'est dit qu'on allait vous aider à passer au travers puis à diminuer le stress pour ce stage-là. Mais aussi guider un peu votre étude. Là, des fois, on est un peu perdu là, avant chacun des stages. On s'est dit qu'on allait davantage vous guider là-dedans. Juste avant de continuer, on va vous envoyer cette présentation. Donc, ce sera toujours une bonne référence. Moi, quand j'avais commencé mon stage de chirurgie, il y avait une référence que j'avais à laquelle je me référais toujours. Donc, vous n'êtes pas obligé de sortir d'ici en sachant tout. Vous allez avoir plein d'informations, mais ce serait à vous de relire votre information tranquillement quand vous aurez le temps avant votre stage. Donc, c'est quoi le stage de chirurgie obligatoire? La plupart d'ici sont en deuxième ou en première ou mélange des deux? OK, vous avez déjà eu vos horaires pour l'externat? OK, donc c'est un stage de 6 semaines. C'est obligatoire pour tout le monde. Ça se fait dans la première année. Dépendamment des milieux où vous allez être, vous allez avoir différents sous-stages. Donc, par exemple, moi, je l'avais fait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Léa-Marie aussi. Si vous êtes plus, par exemple, à Saint-Luc, vous allez faire plus du digestif, donc colorectal. Si vous êtes plus à Notre-Dame, vous allez faire de la chirurgie oncologique, donc surtout les seins. Si vous êtes à Sacré-Cœur, vous allez faire de la trauma, c'est la seule place où vous allez faire de la trauma. Le acute care, c'est par exemple à HMR, c'est une semaine qu'on appelle la semaine rouge. C'est simplement répondre à des consultations. Puis si jamais une consultation qui vaut la peine d'aller en salle d'op, mais à ce moment-là, le patient va être en salle d'op, puis vous allez être brossé aussi. Il y a de la chirurgie vasculaire. Donc le stage de chirurgie, la plupart des semaines, c'est de la chirurgie générale, mais aussi d'autres stages de chirurgie pour ceux qui sont intéressés par la chirurgie en général. Donc, la chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique, l'urologie, puis l'ORL. Donc, de ce que j'ai compris, les MRA avaient envoyé un sondage à quelques personnes pour savoir un peu qu'est-ce qui les stressait puis les mythes par rapport à la chirurgie. Première chose, il y a des règlements. L'Université de Montréal exige que, en fait, c'est plus par rapport aux résidents puis par rapport aux patrons de ne pas demander aux externes de rentrer avant 6h30 du matin. Le stage de chirurgie, ça stresse le monde parce qu'on commence tôt, mais en même temps, c'est normal parce qu'il y a plusieurs patients, c'est du haut débit, il faut faire des tournées le matin, il faut visiter les patients, voir comment ils vont, regarder leur laboratoire, leurs examens radiologiques, s'assurer que tout va bien puis tout est stable. Et à cause de ça, mais naturellement, on arrive un peu plus tôt. Puis la raison aussi, c'est que souvent, les salles d'opération commencent à 8 h du matin. Donc, si on arrive à 6h30, comme ça, on a 1 heure et quelques pour voir les patients, parfois prendre un café avant d'aller en salle d'opération à 8 h. Puis, il n'y a personne qui peut, par la loi, si on veut dire, vous obliger de rentrer avant 6h30, sauf bien sûr si vous êtes consentant, puis vous êtes motivé, puis vous pensez que ça vaut la peine. À ce moment-là, oui, c'est sûr que vous pouvez rentrer. Ce serait à vous de voir. Moi, personnellement, on ne m'a jamais demandé d'arriver avant 6h30. Ça m'est arrivé d'arriver avant parce que ça me tentait de voir les patients puis prendre un peu plus de mon temps. Puis de toute façon, j'étais très motivé pour la chirurgie. Alors, c'était naturel pour moi de vouloir aller un peu plus tôt. Personne ne va finir à 22h, sauf pour ceux qui font la garde. Normalement, c'est jusqu'à 22h30. Si vous êtes motivé, parfois, on vous laisse faire plus de trucs. Donc, naturellement, vous restez un peu plus longtemps. Moi, ça m'est arrivé quelquefois de rester jusqu'à minuit. Mais c'est totalement à vous de voir si vous voulez faire ça. Parce que si vous êtes en salle d'opération, puis 22h29, vous n'allez pas vous débrosser et dire « OK, bye-bye, I'm out of here ». Ça ne marche pas comme ça. Vous pourriez, là, mais ça va être bizarre. C'est ça. Vous pouvez demander gentiment, mais en même temps, je veux dire, vous êtes là en train d'assister. Si vous êtes assistant, c'est parce que vous faites partie intégrale de la salle d'opération, puis vous valez la peine de rester. Il ne faut pas connaître toutes les étapes précises des chirurgies, puis pour vous déstresser, même les résidents juniors, donc moi dans le futur, on n'aura pas à connaître toutes les étapes nécessairement de A à Z. C'est quelque chose que les résidents seniors doivent savoir à partir de la 3e année de résidence et plus.
Simplement vous faire une petite idée de c'est quoi la chirurgie, lire les complications les plus fréquentes par rapport aux chirurgies, connaître vos structures anatomiques un peu. Un conseil que je peux vous donner, c'est la veille de la salle d'opération, si vous savez que vous allez être brossé en salle d'opération, c'est d'aller voir l'infirmière en avant du bureau dans la salle d'opération. Juste lui demander le formulaire des salles d'opération du lendemain, donc la liste opératoire. Si vous voyez par exemple une cure de hernie inguinale, si vous voyez par exemple une réparation d'anévrisme de l'aorte élective, mais vous allez rentrer chez vous le soir même, vous lisez un peu sur l'opération, les repères anatomiques et tout, vous retournez en salle d'opération, vous allez avoir vraiment l'air plus sharp, vous allez être meilleur. Puis il n'y a personne qui va vous lancer des scalpels. Oui, on parle d'intimidation en milieu chirurgical, puis oui, il y en a. Mais l'université est de plus en plus sensibilisée par rapport à ça. Il y a des ressources à laquelle vous pouvez vous référer pour aller vous plaindre, disons. Puis vraiment, vous avez bien entendu parce que c'est quelque chose qui est vraiment grave, l'intimidation. Ça fait peur aux gens, puis c'est pas à cause de ça que vous devez changer votre avis et aller en chirurgie. Est-ce qu'il y a d'autres mythes? Sûrement. Si vous avez des questions, tantôt, vous pouvez les poser. Puis au fur et à mesure, on peut vous démystifier. Oui, vas-y. Ça dépend de la définition d'intimidation. En effet, ça varie. Puis d'ailleurs, il y a un projet de recherche sur lequel on travaille ici à l'Université de Montréal. L'intimidation, ça peut être verbal. Ça peut être te forcer à faire quelque chose avec lequel tu n'es pas confortable. S'exprimer, c'est toujours une bonne idée. Ça peut être aussi de l'abus physique, mais pas nécessairement comme sexuel, mais plus donner une petite tape sur la main quand tu as fait un mauvais geste en salle d'opération. C'est rare qu'on entend parler de ça. Mm-hmm. Mais je veux dire, si ça arrive, vous êtes protégé quand même, vous pouvez toujours vous plaindre. Ça vous va? Donc, un petit topo sur les instruments chirurgicaux. On a amené quelques-uns. Là, le but, c'est de pas savoir exactement le nom précis de chaque instrument. C'est vraiment pas ça le but. Là, on a mis des slides assez complètes, mais c'est vraiment pour de l'étude là, par après pour votre référence. OK? Donc, on peut commencer par, je sais pas si tu veux montrer en même temps ou on monte. Ouais, je peux circuler quelques instruments à vous. Vous allez juste les manipuler, savoir de quoi ça a l'air. Ouais, exact. Fait que le bistouri, ça sert à couper. Dans le fond, on manipule comme un crayon, fait que exactement comme un crayon, mais vous allez pas vous en servir souvent. Bon, installer la lame et tout, vous allez pas le faire non plus des fois en clinique externe, là, mais concentrez-vous pas là-dessus. Fait que dans le fond, ça c'est différents types de lames. On vous le met comme ça, mais la plus fréquente c'est la lame 15 et c'est tout ce que vous devez savoir là pour l'instant. Avez-vous des questions sur le bistouri en tant que tel? Le porte-aiguille, ça vous allez être plus porté à l'avoir en main pour faire des pointures évidemment. Donc il y en a des petits, il y en a des longs. On le manipule comment? On le manipule, je vais vous en prendre un. Toujours le pouce comme ça, avec le 4e doigt comme ça. OK? Puis, dans le fond, on le manipule toujours comme ça. Des fois, pour avoir plus de précision, on peut lui sortir des trous comme ça, puis faire notre geste comme ça. OK? Mais en gros, c'est pas mal ça la base, le niveau du porte-aiguille. Comment mettre l'aiguille sur le porte-aiguille? On dit toujours 2 tiers, 1 tiers. OK? Et dans le fond, puis un petit peu angulé. Fait que ça dépend vraiment de l'angle de l'aiguille, comment on le met sur le porte-aiguille, qui aide beaucoup à faire les points aussi. Donc, on s'attend à ce que l'angle soit obtus. On va jamais mettre l'aiguille vers nous. On va toujours la mettre vers l'autre personne. Et dans le fond, on fait un petit angle là, pour que l'angle entre le porte-aiguille et l'aiguille soit plus obtus que aigu. OK? Ça, c'est un petit truc pour mettre l'aiguille. Je peux-tu rajouter quelque chose par rapport à ça? Fait que c'est un peu ça ou un angle droit là, directement, là, le porte-aiguille comme ça et on met l'aiguille comme ça. On va vous le montrer tantôt, là, c'est peut-être plus difficile à expliquer comme ça. On va vous le montrer tantôt. Puis ceux qui ont le temps tantôt, si vous voulez rester, moi je vais rester ici avec Léa Marie pour faire des démonstrations de points, de nœuds. À moins que vous avez un cours, à ce moment-là, vous pouvez rentrer. Mais sinon, on va vous donner d'autres ressources, des vidéos YouTube à regarder chez vous si vous avez le temps. Exactement. Les types d'aiguilles, ça c'est, bon, une aiguille ronde, une aiguille triangulaire, là, c'est un peu poussé. La seule affaire, le seul conseil que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que si vous pratiquez sur des pieds de porc, là, des pattes de cochon, utilisez des aiguilles triangulaires parce que sinon votre aiguille va courber. Vous allez dire, je suis poche, mais non, c'est pas vous. C'est juste que vous avez utilisé une aiguille ronde, puis à temps à accrocher, étant donné qu'elle est plus, est moins forte dans le fond comme l'aiguille triangulaire. Les pinces.
Bon, il y a différents types de pinces. Il y a des pinces mousse, des pinces avec des griffes. Bon, la seule affaire que je peux vous dire là pour l'instant, ben ça va revenir toujours là, mais bon, celle qu'on utilise avec la peau, c'est celle-ci. C'est la pince une griffe ou la pince Hatsun. Puis c'est celle que vous allez utiliser là pour faire vos points à la peau. Les ciseaux. C'est la même façon que comme on tient dans le fond, la même façon de manipuler comme le porte-aiguille. Donc on met le pouce dans un trou et le 4e doigt dans l'autre. Un petit truc aussi pour les ciseaux, dans le fond on va vraiment souvent vous demander de couper les fils là, en salle d'opération. On prend les ciseaux, puis dans le fond on coupe à 45 degrés. Pourquoi? Dans le fond on a le fil ici, on coupe pas comme ça. Pourquoi? Parce que si vous coupez le nœud du chirurgien, il va pas vous aimer. Mais dans le fond, on veut toujours voir qu'est-ce qu'on coupe. Fait que le fil est là, le ciseau, et on tourne les ciseaux comme ça pour vraiment être certain qu'on coupe pas le nœud. Okay? C'est un peu ça, c'est un petit truc. Puis là, vous allez avoir l'air super bon. Fait que c'est ça, en gros, pour les ciseaux. Pince hémostatique, le même principe, honnêtement, que le ciseau, le porte-aiguille, au niveau de la manipulation. Bon, au niveau de la main gauche, est-ce qu'il y en a des gauchers ici? T'es la seule gauchère? Moi aussi, je suis gaucher en passant. OK. Ben, dans le fond, c'est le contraire, OK? C'est comme le ciseau. Fait que pour ouvrir, on va vous le montrer tantôt, là, mais c'est exactement le contraire, puis souvent, c'est la même chose pour les ciseaux aussi, OK? Parce que c'est souvent des instruments droitiers. Fait que je sais pas si toi, tu coupais avec ta main gauche comme ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les gauchers ont un avantage, je pense, parce qu'on est un peu obligé d'être bon avec les deux mains. On doit pratiquer avec la droite parce que le patron parfois se déplace ou se met de sorte que toi, tu es obligé d'utiliser la droite, parfois la gauche. Donc, ça nous donne un petit avantage d'être gaucher, mais il faut pratiquer pour ça. Oui, exact. On va vous montrer aussi un peu différent là, la technique avec la main gauche qu'avec la main droite. Mais ça serait pertinent aussi pour les droitiers là, qui veulent être bons de l'autre main. Fait que ça, il y a vraiment différentes pinces. Là, on en a amené des échantillons ici. Les écarteurs, c'est qu'est-ce que vous allez utiliser le plus souvent? C'est ça. Il y en a une multitude dans le fond d'écarteurs. Sachez pas les noms, là, c'est vraiment pas grave. Le but c'est juste d'écarter. Puis des fois, ça l'aide aussi si vous les mettez dans le fond, si vous les soulevez vers le haut, fait que ça fait dans le fond, ça permet de pas, quand ils font les sutures, de pas prendre dans le fond, un organe qui serait en dessous de qu'est-ce qu'on suture. Je sais pas si vous comprenez. Si on soulève comme ça. Puis, en gros, c'est pas mal ça, là, mais il n'y a pas vraiment de truc pour écarter, là, honnêtement. Il y en a plusieurs sortes. Donc, voilà. Là, je vais vous parler un peu des points sutures et nœuds. Donc, on entend souvent parler des points, puis comme quoi il faut arriver prêt. C'est sûr que ça vous donne un avantage si vous êtes prêt, si vous avez un peu d'expérience, parce que le jour où vous allez être en salle d'opération, parfois le patron va te demander de prendre un porte-aiguille, puis avec la pince, puis dire OK, fais-moi un petit point sous-cuticulaire ici, ou fais-moi un point simple, puis tu regardes avec les yeux gros comme ça, tu dis quoi? Ça m'est arrivé la première fois. Donc, l'avantage, c'est de pratiquer chez vous, c'est que vous allez être exposé, puis le patron va vous faire plus confiance, puis vous allez pouvoir faire des nœuds encore plus complexes au fur et à mesure que votre stage avance. Donc, les points classiques à connaître, c'est les points simples. On va vous expliquer tantôt c'est quoi, puis on va même vous montrer une ressource que j'ai utilisée personnellement qui m'a aidé énormément. Les points matelassés horizontaux, verticaux, les points sous-cuticulaires, puis les points dermiques inversés. Donc, le plus important, je pense, le point à connaître, c'est le point simple. Pourquoi? Parce que c'est un point, d'abord, qui est fondamental. Tout le monde doit savoir comment le faire. Et je ne parle pas juste de ceux qui sont intéressés par la chirurgie, mais en général, tous les médecins, parce que c'est un point qu'on va utiliser en stage de médecine d'urgence. Vous allez avoir des plaies à réparer, des patients alcooliques qui rentrent, une bouteille écrasée sur la tête. Tout le monde passe par ça. En stage de médecine familiale aussi, vous allez avoir des points à réparer, dépendamment de si vous faites de l'urgence ou pas, ou parfois des chirurgies mineures. Puis, on s'entend que vous devez quand même avoir une petite dextérité manuelle en tant que médecin. Il y a différents types de points. Je ne veux pas passer de fils. Je ne veux pas passer à travers tous les fils parce que c'est long. Mais le patron va souvent vous guider. Les résidents aussi, ils vont vous donner en fait le fil. Vous n'avez pas besoin de deviner c'est quoi la taille, etc. Parce qu'on est externe. Puis quand on est externe, on est là pour apprendre, pas pour connaître des trucs par cœur. Donc, je vais vous montrer la ressource que moi j'ai utilisée personnellement. Donc, c'est sur YouTube, c'est accessible à tout le monde. C'est la chaîne de Dr. Zen.
Donc, c'est un plasticien qui montre vraiment tous les types de points que je vous ai mentionnés et d'autres points qui sont encore plus compliqués. Les vidéos sont HD, c'est vraiment bonne qualité. Puis ça vaut la peine de prendre le temps de... vous pouvez parfois aller demander des instruments aux infirmières en salle d'opération. Parfois, vous pouvez les acheter aussi. Ça coûte pas trop cher sur eBay, avec plein de fils. Puis vous allez juste vous installer devant l'ordi et puis pratiquer. C'est comme ça que ça a marché pour moi. Puis vraiment, il n'y a pas de recette magique. C'est à force de pratiquer qu'on devient bon. Mm-hmm. Sinon, pour d'autres techniques... les techniques des nœuds. Donc là, ça, c'était des points aux instruments. Puis c'est essentiel de savoir comment faire ces points aux instruments parce qu'en stage d'urgence, puis on met de femmes, puis en général, vous allez le faire aux instruments. Mais quand vous êtes en salle d'opération, il se peut qu'on vous demande de le faire avec la main. Il y a différentes façons de le faire. Une ressource qui est assez intéressante, vous rentrez sur la page YouTube du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Puis ensuite, vous allez dans les techniques de base. Puis il y a vraiment plusieurs vidéos qui vont quand même de très bonne qualité aussi, bien expliquées en français, faites par des résidents, si je ne me trompe pas, sur comment faire des nœuds. Parfois aussi, il y a des points aux instruments. Meilleure façon, c'est vraiment de le regarder et prendre son temps de le faire. Pour ceux tantôt à qui s'attendent, moi je vais rester pour vous montrer quelques trucs de base. Donc, il y a des ateliers du GICUM qui sont offerts à travers l'année pour ceux à qui ça intéresse pour savoir comment faire des nœuds puis vraiment aller étape par étape. C'est toujours bien de demander aux résidents, ça leur fait toujours plaisir, ou même aux externes qui ont fait leur stage de chirurgie ou qui ont fait des stages à option, qui ont un peu plus d'expérience. C'est toujours bien de se tromper entre amis plutôt qu'en salle d'opération parce qu'il y a parfois... Vous pouvez, si c'est un vaisseau qui saigne, puis vous vous trompez, mais c'est pas drôle. Mais les patrons vont souvent vous donner des plaies vraiment simples à réparer, des toutes petites plaies. Donc, vous n'avez pas à capoter, même si vous vous trompez. Au pire, vous coupez le fil, puis vous recommencez. Ouais. C'est vraiment pas grave. Au niveau des notes, fait que là, on va vous demander dans le stage d'écrire plusieurs notes, dont la note opératoire et aussi les prescriptions post-opératoires que Mère va vous expliquer tantôt. Fait qu'au niveau de la note opératoire, fait que dans le fond, ça doit contenir quelques éléments essentiels, dont le diagnostic pré- et post-opératoire. Souvent, le post-opératoire, c'est idem au préopératoire. Type d'anesthésie, est-ce que c'était sous anesthésie générale? Est-ce que c'était sous rachidienne? Est-ce que c'était une anesthésie locale? L'intervention, fait que, par exemple, appendicectomie. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez fait dans la procédure chirurgicale que vous avez faite. Les pertes sanguines, évidemment, en cc, dans le fond, c'est en millilitres. Les complications, c'est rare là, que vous devez... Dans le fond, c'est rare qu'on les marque là-dedans. Là, souvent, le chirurgien va dicter après le protocole opératoire. Puis ça, demandez-leur vraiment qu'est-ce qu'il faut marquer exactement parce que ça peut être un petit peu touchy, là, les complications opératoires. Sinon, bon, quelques particularités à mentionner. Est-ce qu'il y a des drains qui ont été laissés en place? Le type de drain qui a été laissé en place? Est-ce qu'il y a des spécimens qui ont été envoyés en pathologie? Ça, c'est important de le mentionner. Bon, les particularités au niveau de la plaie. Est-ce que c'était est-ce que c'était une plaie contaminée? Est-ce que c'était une chirurgie? Par exemple, si l'appendice a perforé, mais ça, on va le mentionner parce que ça peut nous donner des idées là, par la suite, est-ce qu'on a des antibiotiques ou pas, ou quoi que ce soit. On marque le chirurgien, les assistants, puis on signe par après. J'ai fait un petit exemple. Par exemple, une cholécystite aiguë, c'est de l'anesthésie pré-op. Ça, vous allez pouvoir l'avoir là, après cet exemple-là, d'anesthésie post-op idem, anesthésie sous anesthésie générale. On peut marquer le nom de l'anesthésiste à côté. L'intervention, endocholécystectomie. Bon, les pertes sanguines étaient minimes, il n'y avait pas de complications. Et BT, ça veut dire bien toléré. Fait que ça, c'est rapide, puis ça fait la job. C'est bon? Pour les prescriptions post-opératoires, donc là, vous avez fait la tournée le matin. Vous êtes rentré en salle d'opération à 8 heures, vous avez été premier assistant, c'était une endocholécystectomie, donc on a enlevé la vésicule biliaire, on a fait la note post-opératoire, maintenant il faut faire les prescriptions post-opératoires, donc on ne peut pas laisser le patient juste comme ça. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui vous sert, cet acronyme, le DAVID, pour tous les stages en fait. Moi personnellement, j'aime le DAVID-CT, je vous l'explique.
Donc, D pour diète. Le patient, après l'opération, est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'on le garde à jeun? Etc. Activité, est-ce qu'il a le droit de se promener selon tolérance, selon ce qui est recommandé? V pour vital signs, donc les signes vitaux, est-ce qu'on veut les prendre à chaque 4 heures, à chaque 6 heures? Si on pense que c'est un patient qui va être instable rapidement, on est mieux de prendre des signes vitaux plus rapidement, puis à des intervalles plus courts. Les investigations, donc c'est les formules sanguines, c'est l'imagerie, puis drugs, donc les médicaments pour la douleur, pour la nausée, parce que c'est des trucs qui sont assez fréquents post-opératoire. Le S dans David Stee, c'est pour le soluté. Est-ce qu'on va lui mettre un soluté si on le garde à jeun, ou est-ce qu'on lui met un soluté pareil, même s'il peut manger? Puis le T, c'est la thromboprophylaxie. Parce que parfois, les patients en post-opératoire sont en état inflammatoire, ils ne bougent pas bien parce qu'ils ont mal, par exemple, à la jambe, à l'abdomen, puis ils sont plus à risque de faire des thromboses. Donc, puis on veut éviter les embolies pulmonaires, bien entendu. Donc, diète, NPO, c'est Nilperos, donc rien par la bouche, le patient il mange pas du tout. L'APT, donc parfois on peut demander la nutrition intraveineuse, donc parentérale. Le TNG, donc le tube nasogastrique qui peut décomprimer le ventre, ça peut aussi diminuer les nausées parfois. Vous pouvez spécifier parfois les particularités de la diète. Si c'est un patient diabétique, mais naturellement vous allez dire une diète diabétique, donc ils vont comprendre dans le protocole que c'est pas riche en sucre. Une diète progressive, bon, c'est pas à vous de comprendre c'est quoi, mais souvent c'est une diète qui commence liquide, ensuite plus molle, éventuellement plus vers les solides. Sans résidus, mais c'est sans les fibres normalement. Puis une diète liquide, c'est strictement liquide, c'est des jellos, c'est des soupes, puis les patients se plaignent toujours de ça. Ouais. A pour activité, donc comme je vous ai dit, est-ce qu'on va se mobiliser de façon précoce? Donc est-ce qu'on va bouger? Idéalement, c'est ce qu'on vise. On espère que le patient retourne à sa normale le plus vite possible. Ou est-ce qu'on demande un repos? Donc le patient n'a pas le droit de bouger parce que la cicatrice est faible. Donc le simple fait de bouger, ça fait comme un stress mécanique, puis ça peut faire une déhiscence de plaie. Est-ce qu'on fait une mobilisation selon tolérance? Donc si le patient se sent confortable, il pourrait bouger comme il veut. Parfois, on peut mettre des bas à compression séquentielle. Donc, c'est comme une thromboprophylaxie, mais plus mécanique. Donc, c'est des bas que le patient va mettre. Puis, pendant qu'il dort la nuit, ça peut comprimer. Comme ça permet une perfusion veineuse, puis diminue les risques de thrombose. Puis, la spirométrie, c'est surtout pour diminuer l'atelectasie des poumons, donc les alvéoles qui vont se collaber. En post-opératoire, c'est une cause de fièvre assez connue, surtout en post-op jour 2. La télectasie qui cause la fièvre. Donc, la spirométrie, ils prennent puis ils soufflent là-dedans, puis ça aide les patients à diminuer le taux d'atelectasie. Donc, les signes vitaux, comme je vous ai expliqué, si vous pensez à un patient a besoin de signes vitaux à des intervalles plus courts, parce qu'il va être plus instable, mais à ce moment-là, vous le marquez. Souvent, les résidents ou les externes vont marquer signes vitaux routine. Donc, dépendant de l'hôpital où vous allez être, routine, ça peut être Q6 heures, donc à chaque 6 heures, ou Q4 heures. Chez les infirmières, ils savent, là, quand on marque SV de routine, ils sont au courant. Les investigations, parfois, ça peut être interprété comme in-out. Donc, ça peut être autant le in-out, donc en termes de ce qu'on boit et la diurèse, si on veut mesurer un peu le in-out en termes de liquide. Les laboratoires, donc souvent en chirurgie, on va demander une FSC, donc une formule sanguine complète, les électrolytes urique créate, DIE, donc à tous les jours. Parfois, ils peuvent le demander sur 3 jours. Ce sont des examens de laboratoire de base qu'on va demander pour voir s'il y a un saignement, parce que si l'hémoglobine chute, mais à ce moment-là, on peut soupçonner un saignement post-opératoire de la plaie ou de l'intérieur. On peut demander les troponines, surtout pour un patient qui est connu cardiaque ou pulmonaire, les glycémies, donc un bon contrôle glycémique pour les patients qui sont diabétiques. On peut demander les CRP, on peut demander aussi des imageries comme un rayon X pulmonaire. Souvent, les patients qui ont été opérés pour les poumons, on va demander des rayons X pulmonaires à tous les jours pour voir s'il y a de l'œdème qui va se développer, surtout aussi si les drains sont bien placés en post-opératoire. D'autres investigations. On vous dit ça, mais vous pouvez toujours vous référer aux résidents, puis les résidents vont toujours infirmer ou confirmer votre prescription. Puis vous ne pouvez pas donner la prescription tant que ça n'a pas été vérifié et contresigné par le résident ou le patron.
Ensuite, pour les drugs, donc ça, c'est un truc mnémotechnique qui vient de Toronto Notes, mais il y a d'autres ressources aussi. Donc, très important, le patient, il vient de se faire opérer, il va avoir mal. Donc, analgésie, que ce soit Tylenol, que ce soit les narcotiques comme morphine, souvent on donnait Dilodyl, l'hydromorphone. Donc, il y a d'autres types d'analgésants aussi. Les antibiotiques, parfois les patients ont besoin d'antibiotiques post-opératoires, surtout s'ils avaient des abcès à l'intérieur de l'abdomen ou sur leur plaie. Les anticoagulants, les patients qui sont plus à risque d'avoir des thromboses au niveau des membres inférieurs. Les antiémétiques, la douleur, ça donne la nausée. Le post-op, ça donne la nausée. Les produits qu'on reçoit aussi par les anesthésistes, ça donne la nausée. Les anti-ulcéreux, certains patients sont plus à risque d'avoir des ulcères de stress, etc. Activants, on fait attention avec ça, c'est des benzodiazépines. On va le donner aux patients qui en ont vraiment besoin, pas aux personnes âgées ni les personnes qui exagèrent un peu. Activant, ça va relaxer, ça donnera la chance aux gens de dormir pendant la nuit pour qu'ils aient un bon sommeil puis récupèrent mieux. Puis les antécédents, c'est les antécédents de drogue en fait. Donc le A, ça peut être pour any other drugs. Les patients qui prenaient d'autres médicaments avant l'opération, ne pas oublier de les represcrire, que ce soit des statines, que ce soit les antihypertenseurs. Parfois, on oublie de prescrire les médicaments que le patient prenait avant la salle d'opération, puis il décompense, puis on ne comprend pas pourquoi. Finalement, c'est parce qu'il y a des médicaments qu'il n'avait juste pas pris. Juste une petite apostrophe. Dans le fond, quand on donne de l'analgésie, ça constipe. Fait qu'il faut pas oublier non plus de donner des par exemple du Colas ou du Sénocote là, qui ramollit les selles puis qui c'est des laxatifs dans le fond. Ça faut pas oublier là, c'est tellement une cause fréquente de constipation là, les narcotiques, fait que faut pas oublier ça. Voilà. Ça, c'est un exemple de prescription post-opératoire. Donc, l'important, c'est de toujours rester systématique. Comme ça, vous n'allez pas oublier des trucs. Puis, comme je vous ai dit, c'est un truc qui vous aide énormément pour les autres stages. Je parle particulièrement de l'acronyme DAVID ou DAVID-C. Pour les prescriptions post-opératoires, c'est bien d'avoir aussi vraiment une idée claire de ce que vous allez marquer. Puis, toujours contresigner votre note par un patron ou un résident. Parce que techniquement, vous n'avez pas le droit. Donc, quelques petits trucs. Là, dans le fond, là, vous commencez votre stage, c'est la première journée en salle d'opération, vous êtes stressé, des petits trucs, dans le fond, que vous pouvez noter puis toujours faire avant d'entrer. Fait avant d'entrer au bloc opératoire, là, on s'arrête 2 secondes. Là, on se dit, est-ce qu'on a notre petit chapeau? Est-ce qu'on a notre petit masque? Puis, bon, est-ce qu'on a nos couvre-chaussures? C'est tellement arrivé souvent là qu'il y a un externe rentre, puis là, t'as pas ton masque, puis ça stresse, puis ça commence mal ta journée, tu sais. Fait on s'arrête. Bon, on va toujours à la toilette et on essaie de manger quelque chose. On sait jamais la chirurgie, elle peut durer combien de temps. Peut-être que ça peut être un appendice qui peut durer 6 heures. Fait qu'il faut toujours avoir quelque chose dans le ventre. Bon, pas de bijoux, pas de boucles d'oreilles. Ça, ils vont toujours vous le redire. Puis quand vous commencez votre stage, on a une petite formation comment bien se brosser. Dans le fond, comment se mettre stérile avant. Fait que ça, inquiétez-vous pas, vous devez pas savoir ça avant de commencer votre stage. Bon, protection oculaire, il y a des chirurgiens qui veulent pas que vous opérez avec eux si vous avez pas des lunettes. Avec des lunettes de vue, souvent c'est correct, là. Ou sinon des lunettes en plastique, il y en a souvent aussi au bloc opératoire. Ou il y a des masques munis d'une visière, donc c'est pour vous aussi. Là, on n'aime pas ça avoir moi j'en ai eu du sang dans l'œil puis on n'aime pas ça. Fait que vraiment là on se protège. Sinon, quand on rentre en salle d'opération, on s'introduit toujours à l'infirmière. Fait que l'infirmière, c'est elle qui, entre guillemets, gère la salle d'opération. Fait qu'on va se présenter, puis on lui dit notre grandeur de gants. Dans la grandeur de gants, vous allez avoir un CHC. Est-ce que vous l'avez déjà eu? Vous l'avez déjà eu. Comment se brosser et tout. Fait que dans le fond, vous savez déjà votre grandeur de gants, si je me trompe pas. Bref, vous lui dites votre grandeur de gants. Puis, c'est ça. Quand vous allez dans la salle d'opération, l'infirmière qui est brossée, dans le fond, qui est interne, a toujours une petite table à côté, ça s'appelle la table maillot, puis il y a les instruments dessus, qui sont des instruments stériles qu'elle passe au chirurgien. Ne jamais prendre d'instruments sur cette table-là, sauf avis contraire là, du chirurgien. Puis si, mettons, vous avez une question, demandez-vous toujours, est-ce que c'est le bon moment de poser la question? Quand il y a un vaisseau qui saigne, ce n'est pas le bon moment de poser la question. Essayez de visualiser un peu ça. Puis est-ce que c'est pertinent? Toutes les questions sont pertinentes, là. Vraiment. Là, si on est à l'externat, on est là pour apprendre. Mais des fois, gardez comme une petite gêne. Mettons, si c'est des questions, on lit souvent ça dans les livres, si c'est des questions que c'est facilement trouvable, après, vous pouvez facilement trouver dans un livre, c'est peut-être pas tant pertinent. Mais bon, ça, vous jugerez par vous-même. Puis vous avez l'air toujours plus intelligent si vous posez une question réfléchie parce que vous avez lu la veille.
Puis là, ça paraît. Puis c'est pas parce que vous êtes motivé que vous devez bombarder le patron avec des questions. Non, parce non. que imaginez, vous êtes en train d'étudier, on vous pose des questions, ça vous fait du bien, vous répondez, vous êtes prêt. Mais là, à un moment donné, quand on vous pose plein de questions, tu veux te concentrer sur ton travail. Alors, toujours avoir une petite gêne, savoir quand poser les bonnes questions, puis à quel moment. Puis Exact. par rapport à la nourriture, ce qui m'a sauvé la vie, c'est vraiment les barres tendres. Donc, trouvez-vous des barres tendres. Vraiment. Il faut toujours en avoir dans les poches parce que, comme la Marie a dit, on sait jamais combien de temps ça va durer. Donc, ça fait toujours du bien quand on mange avant. Puis, ça peut vous éviter des hypoglycémies. Exact. Bon, ça, c'est des questions fréquentes quand même, là. C'est quel habillement, mais je pense que le CHC, ils voulont tout expliquer ça, là. C'est entre là pis là, puis c'est tout. Fait que bon, on se passe comme ça quand on attend. Puis ça nous arrive aussi d'oublier, on se gratte la tête. Ouais, fait quand, Puis là, t'attends, tu fais rien, l'infirmière va te changer les gants, ou c'est long, la salle d'opération, là, tu te tiens comme ça. Ça, c'est pas bon non plus. Ça m'est arrivé, puis... Si vous avez envie d'achoumer, d'éternuer, achoumer directement dans le patient. Parce que vous avez un masque, puis si on se tourne, là, il y a un petit trou, fait que là, ça peut passer. Fait que moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Le masque, fait qu'on achoume devant le patient. Donc voilà, un petit hint. Si vous vous sentez pas bien, c'est vraiment pas grave. Inquiétez-vous pas, ça arrive à tout le monde. Dites-le à l'infirmière, puis allez vous asseoir sur un petit banc. Puis c'est mieux que, si ça c'est un signe de maturité. Si vous dites ça va pas, je veux me retirer, c'est bien correct. Là. Vous allez pas couler votre stage, rien de ça, puis c'est vraiment correct. Là. C'est mieux de faire ça que de tomber la face première dans le patient. Avec c'est déjà ouvert, les intestins. Exact. C'est pas super stérile. Des ressources pour votre étude, il y a plusieurs livres. Ce qu'on recommande souvent, bon, évidemment, le Toronto Notes que les gens utilisent pour tout leur stage. La partie chirurgie, il y a plusieurs chapitres, sont vraiment bien faits. Moi, personnellement, j'ai passé à travers tous les chapitres de chirurgie pour mon étude en général. Ouais. C'est vraiment bien fait. Ce qu'on vous suggère aussi, c'est le Montreat Surgical Handbook. C'est celui-là, le deuxième livre. C'est un bon livre, ça contient des informations de base, il est petit, c'est un livre de poche, donc vous pouvez avoir dans votre poche, sinon vous pouvez toujours trouver des versions PDF. Il y a plusieurs livres. Moi, personnellement, j'ai utilisé une ressource qui est pas là, qui m'a vraiment aidé, puis c'est interactif parce que c'est sous forme de questions et de quiz, puis il y a des blagues dans le livre, donc tu le retiens plus vite. C'est le Surgical Recall. Je sais pas si Moi vous avez aussi, déjà entendu j'ai parler de utilisé. ça. Écrivez-le parce que c'est vraiment une bonne ressource, ça se lit trop vite, puis vous allez être vraiment bon, puis ça vous donne la liste de questions classiques qu'on pose selon chaque chirurgie. Ça vous parle un peu d'anatomie de base, puis c'est vraiment une bonne lecture facile. Ça s'appelle Surgical Recall. Sinon, Case Files Surgery, donc c'est une collection de livres Case Files que moi j'ai utilisé tout au long de mon externat. Chaque objectif, ça se couvre en 3-4 pages seulement. Puis c'est sous forme d'APP, donc ça commence par une vignette. C'est straight to the point, ça vous dit exactement de quoi parle la vignette, les présentations classiques, l'épidémiologie, les traitements. Puis à la fin, il y a toujours 4-5 questions quiz avec des explications approfondies. Donc ça aussi, c'est une bonne ressource. Case Files, il y a Case Files pour toutes les spécialités, que ce soit en chirurgie, en gynéco-obstétrique, en médecine interne. Ça peut être une bonne ressource à part le Toronto Notes pour étudier. Il y a différentes applications. Il y a aussi des podcasts de chirurgie. Donc, je vais vous montrer sur le site de l'ENA. Ils sont accessibles à tout le monde. Après une grosse journée de travail, que ce soit dans votre stage de chirurgie ou n'importe quoi, c'est toujours bien de retourner. Puis en plus, moi, par exemple, je vous parle de moi parce que je conduisais toujours pour aller au travail. Ça vaut toujours la peine d'écouter un petit podcast dans l'auto quand vous êtes épuisé. C'est 10 minutes normalement, les podcasts auxquels vous avez accès sur l'ENA. Puis ça couvre la plupart des objectifs de stage de chirurgie. Donc, en 30 minutes, vous pouvez couvrir 3 objectifs juste en écoutant de façon passive. Puis ensuite, vous pouvez retourner dans vos notes quand vous avez plus d'énergie. Vous regardez, vous lisez, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus prêt. Ça m'est arrivé de me réveiller à 5h30 du matin quand je devais être à 6h30 à l'hôpital. Donc, j'écoute un petit podcast avec mon café dans l'auto, parfois en regrettant pourquoi je suis intéressé par la chirurgie. Finalement, ça finit par être la bonne décision, mais ça fait du bien d'écouter un petit podcast, ça vous réveille un peu, puis vous vous sentez vraiment plus prêt. Puis ça m'est arrivé qu'on me couait sur des trucs que je venais tout juste d'écouter avant. J'avais l'air sharp, mais c'était grâce au podcast. Donc ça vaut vraiment la peine d'utiliser. C'est une bonne ressource. C'est des podcasts qui sont enregistrés par des étudiants. Moi, j'ai participé à quelques enregistrements
Puis d'autres étudiants, à chaque fois, il y a de nouveaux podcasts qui arrivent. Sinon, vous avez les podcasts aussi, la collection de l'Université Alberta, que moi, j'avais utilisé avant d'avoir accès au podcast de l'Université de Montréal. Puis d'ailleurs, on s'est inspiré d'eux. Donc, ça s'appelle Surgery 101. Il y a une application pour ça, puis c'est vraiment bien fait aussi. Puis, quizzez-vous entre amis, parlez aux résidents, posez vos questions niaiseuses aux résidents. Ça leur fait toujours plaisir de répondre. Puis, vos bonnes questions au patron. Donc, vous avez toute une liste d'acronymes, d'abréviations qu'on vous a laissées à la fin de la présentation. On va vous l'envoyer aussi. Par exemple, tantôt, Marie avait parlé de ADK. Vous allez voir ADK partout à l'hôpital. Vous n'allez rien comprendre, mais c'est adénocarcinome. La première fois, là, ça a pris une demi-heure. Juste chercher c'est quoi ADK. Fait que perdez pas votre temps, là, on vous l'a mis. Puis si vous voyez ce symbole, par exemple, radiothérapie, qui aurait deviné que c'est radiothérapie? Oui, ça aussi. T'sais. Donc, ça vaut la peine de se référer à cette liste. Ça va vous aider. Vous allez voir que... La pire, c'est HAT-SOB. Ouais. Hysterectomie abdominale totale, salpingo-variectomie bilatérale. Ouais. Faut le faire. Chinois. Mais c'est ça. Donc, il y a plusieurs façons d'être un bon externe en stage de chirurgie. Il n'y a pas de recette magique, mais ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment quelque chose que vous allez appliquer, que ce soit parce que vous êtes intéressé ou pas. Puis, vous pouvez toujours retourner à ce PowerPoint pour avoir plus d'informations. Puis, n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous avez un résident avec vous pour vous aider puis vous guider à travers vos prescriptions. Est-ce que vous avez des questions?